Fred Savard avec vous pour un nouvel épisode de la balado qui sera dédié aux élections municipales. Mais vous allez voir, on va le faire comme on sait le faire à la balado, c'est-à-dire que ce sera un épisode de réflexion que j'ai organisé avec le CECD. Le CECD, vous les avez déjà entendus à la balado, c'est le Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique. C'est un regroupement de chercheurs et d'universités, c'est 10 universités et collèges avec 200 membres, chercheurs, chercheuses, des profs, des étudiants et qui réfléchissent à la vie démocratique. Donc, on a organisé cet épisode-là pour les élections municipales. Donc, on va pas décrire les campagnes actuelles. On va vraiment réfléchir à des éléments qui intéressent les chercheurs et les chercheuses par rapport à la vie démocratique au niveau municipal. Puis j'avoue qu'en vieillissant, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a rapport au fait de vieillir, mais les élections municipales, la vie démocratique municipale m'anime beaucoup plus que en tant qu'électeur, en tant que citoyen, là, je me sens beaucoup plus... En fait, puis on le dit souvent, c'est une démocratie de proximité, mais dans les faits, ça fait en sorte que c'est celle qui m'intéresse le plus, je dois le dire. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'aller voter le 2 novembre. Chose qui m'arrive moins souvent aux élections provinciales et fédérales. La dernière fédérale était particulière avec le contexte américain. Alors voilà, c'est donc à cet épisode que je vous convie. Vraiment un moment de réflexion avec des gens intéressants. Ça va être en 2 blocs. Il y a 4 chercheurs et chercheuses. Ils vont se présenter, bien sûr, lors de cet enregistrement qu'on a fait, je dois le dire, un samedi matin à 9h. Ça vous donne une idée de la haute estime que nous portons pour la démocratie et pour le médium balado. Il y a des gens, des chercheurs et des chercheuses qui se sont levés un samedi matin pour venir discuter avec moi de démocratie municipale. Voilà. Et on se retrouve à la fin de l'épisode. J'aurai une petite chansonnette reliée à la thématique. Alors voilà, bonne écoute tout le monde. André Blais, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal? Je l'étais, je suis professeur émérite maintenant puisque je suis à la retraite. On l'oublie, cette particularité-là, des fois. Quand c'est émérite, c'est à la retraite. Hein? Oui. Mais est-ce qu'on arrête? On n'arrête jamais d'être professeur. Ça dépend. Il y en a que oui, d'autres que non. Dans mon cas, pas encore. Juste assez. Un petit peu. Et vos champs, quels étaient vos champs d'expertise? C'est toujours mes champs d'expertise, okay. Pas seulement au passé quand même. OK, ça s'arrête pas, ça. Oui, non, tout à fait. C'est les élections. Oui. Et l'opinion publique, en général. Toutes les élections? Toutes les élections. OK. Parce que là, on est en campagne au niveau municipal. Oui. Est-ce que c'est pour un spécialiste comme vous, est-ce que c'est moins intéressant? Est-ce qu'il y a une gradation dans le type d'élection? De mon point de vue, non. Bon. C'est une élection où le taux de participation est plus faible, donc a priori peut-être un petit peu moins intéressant. Oui. Mais c'est aussi, on a beaucoup plus de cas, il y a beaucoup plus de municipalités que de provinces ou que de pays. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une richesse de données extrêmement intéressante. Des diversités aussi selon les pays. Les élections municipales dans certains pays fonctionnent différemment. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Et vous parlez du taux de participation. Peut-être que cet épisode-là va nous aider à réfléchir à l'améliorer ou l'augmenter. Philippe Dubois, bonjour. Bonjour. Deux premières participations. Oui, tout à fait. Parce qu'avec le CECD, c'est la deuxième fois. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à réfléchir sur le processus démocratique qu'on ne fait pas toujours. Puis on le prend pour acquis. Je pense qu'on prend pour acquis qu'on comprend le système alors que c'est loin d'être le cas. Et quand on le comprend mal, il se passe les États-Unis présentement. Alors, soyons attentifs. Ou la France. Tout le monde. Oui, ou la France, c'est vrai. Philippe Dubois, donc vous n'êtes pas émérite encore. Je suis loin d'être émérite. Je suis très loin encore. Vous êtes professeur en communication et gouvernance à l'École nationale d'administration publique à Québec. Tout à fait, tout à fait. Vos champs d'intérêt, champs d'expertise? Communication politique, marketing en contexte politique public. Ma thèse portait sur les campagnes municipales d'un point de vue de l'organisation des campagnes. Ouais. Donc, c'est un peu mon terrain de jeu ces temps-ci. Et vous avez mis les deux mains dedans aussi. Hein? J'ai jadis, dans une autre vie, été organisateur politique. J'ai travaillé pour des élus à l'hôtel de ville de la Ville de Québec. Donc, j'ai pratiqué la communication politique. Ouais. Et j'étais tanné de ne pas savoir ce que je faisais, en fait. Donc, j'ai fait des études supérieures. Ça en dit long sur... Méfiez-vous des gens qui travaillent en politique qui sont pas profs. Ils savent pas ce qu'ils font. Ah non, mais c'est intéressant quand même d'avoir ce bagage-là dans votre
nouvelle incarnation de professeur. Ben, tout à fait. Quand je fais beaucoup de recherches avec les stratèges, entre autres, on parle un peu le même langage, on est capable, ils n'ont pas besoin de tout m'expliquer, même si je leur demande de tout m'expliquer pour pas interpréter. Vous êtes dur à bullshiter. J'espère, mais mes étudiants pourraient vous le dire mieux que moi. Ça, c'est drôle. Aujourd'hui, on va, dans ce premier bloc, on va s'intéresser à une dimension qu'on oublie totalement. Comment on fait pour mesurer les dispositions de gens qui ont participé à un processus démocratique et qui sont dans le camp des perdants? Est-ce qu'on peut le poser comme ça, entre autres, André Blais? Oui, tout à fait, selon moi. Parce que je pense que ce qui est plus caractéristique de la démocratie, c'est qu'on sait qu'on va voter et que la majorité du temps, on va perdre. Oui. Parce que dans la majorité des cas, il y a plusieurs options et l'option qui l'emporte, généralement, n'a pas l'appui de la majorité. Ouais. Et donc, on doit accepter le fait dans une démocratie que la plupart du temps, notre option ne gagnera pas. Et donc, je pense que c'est une des caractéristiques les plus fondamentales de la démocratie, c'est qu'on accepte la défaite au départ. Et ça, c'est ce qui fait que le système est légitime. Ouais. Et donc, on va accepter en douceur les défaites en espérant que dans l'avenir, il y aura au moins quelques victoires. Ouais. Et ça a été... Est-ce que ça n'a pas été mesuré ou il y a des éléments dans ce... Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que avec la polarisation, avec les réseaux sociaux, Philippe, ça va être un peu plus votre domaine, que ça devient difficile d'accepter qu'on ne va pas nécessairement gagner dans un processus démocratique? Tout à fait, parce que généralement, on a l'impression que qu'on a raison sur la plupart des enjeux, d'abord, et que les autres seront d'accord avec nous. Oui. Et donc, on n'anticipe pas généralement la défaite initialement, sauf si on est un partisan d'un très petit parti, je crois qu'on le sait au départ. Et donc, d'accepter la défaite sur un sujet sur lequel on a formé une opinion, puis on pense qu'elle est la bonne, c'est difficile en tant que tel. Mais en général, les élections des démocraties ont été des succès extraordinaires dans le sens que presque toujours, les perdants ont accepté la défaite. Ouais. Mais il y a eu des cas exceptionnels récemment. Bon, Trump en est un cas très important. Il y a eu le Brésil également, où là, on s'aperçoit que c'est peut-être pas si automatique que cela. Ouais. Et qu'on se demande dans quelles circonstances, en fait, les gens vont accepter la défaite ou non. Ouais. Il commence à y avoir des études sur le sujet, mais c'est relativement récemment parce qu'après, je pense qu'on prenait pour acquis que ça fonctionnait. Ouais. Et là, c'est remis en question. Et au niveau municipal, c'est remis en question, je crois, d'une façon différente. Ce sont les médias sociaux, parce qu'on s'aperçoit que les gens n'acceptent pas toujours les décisions des élus municipaux et qu'ils l'expriment de façon parfois vraiment féroce dans les médias sociaux. Donc ça, c'est un autre aspect qui montre que les perdants n'acceptent pas toujours la légitimité des décisions. Parce qu'on sait qu'au niveau municipal, c'est un gouvernement de proximité. En fait, on va peut-être sortir de la discussion, mais en même temps, non. Est-ce qu'on mesure un changement dans l'attachement des gens, des citoyens, par rapport à la politique municipale, alors qu'on a peut-être l'impression qu'à des niveaux plus grands, ça nous échappe. Puis je sais que les gens vont dire, ben non, on est toute participation, il y a des gens qui sont élus par acclamation, mais est-ce que cette aigreur-là, c'est parce qu'on essaie de se réapproprier la gouvernance municipale? C'est une fausse piste là, que je lance, mais Je ne sais pas. La première question, c'est est-ce que les gens sont plus ou moins attachés avant qu'à leur municipalité? Oui. Et ça, je ne connais pas de données qui pourraient permettre d'y répondre de façon précise. Mon impression, c'est que ça demeure très fort encore. Et que ça n'a pas beaucoup changé. Je crois que ce qui a changé, c'est le respect des décisions. Avant, on acceptait des décisions plus facilement. Maintenant, on ne l'accepte pas aussi facilement. On a des opinions plus fortes. Et on se croit capable d'exprimer notre frustration dans les médias sociaux en particulier. Oui, mais il faut rappeler que le taux de participation, c'est un élément parmi d'autres pour évaluer l'attachement. On peut être très attaché à la démocratie, mais considérer que le droit de vote ou le fait d'aller voter, c'est pas nécessairement l'ultime geste qu'on peut poser. Puis il varie beaucoup d'une municipalité à l'autre aussi. T'sais, à Montréal, le taux de participation il est très bas. À Québec, il est généralement en haut de 50 %. On n'est pas dans les 80-90, mais quand même, d'une municipalité à l'autre, ça varie beaucoup. Puis je pense qu'il faut le prendre en compte aussi lorsqu'on porte un regard sur un palier. André Blais le disait tout à l'heure, il y a énormément de cas au Québec. C'est plus de 1100 municipalités. On ne fait pas de la politique de la même façon à Montréal qu'à Kenner's Mills. Deux mondes différents. Tout à fait. Bon, là, on parle
parle du municipal parce que c'est un terrain, c'est un laboratoire, en fait, André Blais. Vous avez mené une étude à Longueuil, particulièrement? Oui, une assemblée citoyenne, quelque chose de très, très spécial. En fait, on a invité une centaine de personnes à venir discuter de 4 enjeux de possibles réformes de la démocratie municipale à Longueuil pendant 2 jours. Okay. Toute une fin de semaine. Là, attendez, André Blais, est-ce que vous avez provoqué la réunion, l'assemblée, ou elle était déjà prévue et vous en avez profité pour être un observateur actif? C'est un projet de recherche. Okay. Donc, c'est moi avec mes collègues, on était quand même 4 collègues, on a décidé que ça serait intéressant de faire une étude de démocratie municipale pour discuter, en fait, délibérer sur comment pourraient se faire les élections autrement ou non. Et donc, on a décidé qu'on voulait faire cela. On a contacté le conseil municipal de la ville de Longueuil pour leur demander s'ils étaient intéressés. Ils étaient intéressés à collaborer. Ils nous ont, entre autres, donné accès à l'hôtel de ville. On a pu organiser cette assemblée citoyenne. Mais c'est un projet de recherche qui est initié par nous. OK. Alors, juste sur le plan méthodologique, parce que j'imagine que ça va influencer aussi les résultats. J'imagine que les gens qui participent à ça, ils ont une conception de la démocratie municipale qui n'est pas nécessairement partagée par tout le monde dans une ville. Possiblement. On ne le sait pas trop. Hein? Au départ, on a voulu essayer d'avoir un échantillon représentatif. On a envoyé 4000 invitations par la poste. Quand même, OK. Par la poste? Par la poste. Okay. Parce que on avait une liste seulement des adresses en tant que telles. Et il y a 80 personnes qui ont montré leur intérêt, puis il y en a 30 qui sont désistés par la suite. Sur le plan statistique, c'est-tu bon, ça? Non. 80... Ce n'est pas bon. On était très déçus. Il y a eu un plan B, et là, par les médias sociaux, on a essayé de recruter d'autres personnes. Et au total, on a obtenu une centaine de personnes qui étaient d'accord pour discuter, délibérer pendant 2 jours consécutifs, une fin de semaine. Il y avait 4 sujets? Oui, il y avait 4 sujets et c'était des sujets qui n'étaient pas des sujets normalement discutés. Hein. C'était sur la façon de faire des élections. Donc, est-ce qu'il devrait y avoir un vote obligatoire? Est-ce qu'on devrait avoir un vote par Internet? Est-ce qu'on devrait donner le droit de vote aux résidents permanents? Et dernièrement, est-ce qu'on devrait tenir des élections municipales en même temps que les élections provinciales? Donc, 4 sujets. On consacrait à peu près 3 heures à chacun des sujets. Au départ, il y avait un expert qui présentait ce qui était, ce qu'on savait sur les conséquences possibles de la réforme et qui répondait aux questions. C'était suivi par une petite discussion en groupe de 10 personnes où là, c'était plus convivial, où on pouvait discuter de toutes sortes de choses par rapport à ce sujet-là. Finalement, on revenait en assemblée plénière où là, il y avait encore une fois des interventions supplémentaires et ça se terminait par un vote. Donc, 3 heures, 4 demi-journées comme cela. Et vous cherchez quoi? On cherche à comprendre comment les gens arrivent à se former des opinions sur ces sujets-là, sur les 4 sujets-là, et de façon plus fondamentale, dans quelle mesure les gens acceptent le résultat de ces votes-là. Parce qu'il y a eu 4 votes, il y a eu des gagnants et des perdants dans chacun de ces votes-là. Et est-ce que les perdants acceptent finalement le résultat de cette décision des 100 autres personnes qui participaient à l'exercice? Et qu'est-ce que vous avez pu observer? Ils sont extraordinairement satisfaits. Ils acceptent le résultat de ces élections-là. Il faut quand même nuancer. C'était 4 sujets sur lesquels il n'y a pas des débats énormes et controversés. Là. On n'a pas discuté de savoir quel serait le seuil d'immigration au Québec, là, par exemple. Comment on fait pour enlever les itinérants de devant chez nous? Oui. Donc, c'est pas des sujets au départ très controversés. Ça a pu aider. Et aussi, comme vous l'avez dit au départ, ceux qui ont participé à l'Assemblée, c'est probablement des gens au départ qui sont plus curieux, plus intéressés et peut-être aussi plus susceptibles d'accepter les résultats d'un vote. Cela dit, il y a des éléments, j'imagine, qu'on peut garder, même si le contexte, là, vous n'allez peut-être pas aimer le mot, mais c'est un peu artificiel, là, dans le fond, tout ça, c'est une création. Sauf que ça peut s'appliquer dans une réelle démocratie, c'est-à-dire avoir un petit peu plus d'espace de délibération citoyen. Est-ce que c'est quelque chose qui est fondamental dans l'acceptation des perdants d'un résultat démocratique? Je pense que c'est une formule qui a démontré qu'elle pouvait être très utile. Ça a été utilisé pour décider d'une réforme du mode de scrutin en Ontario, en Colombie-Britannique. C'est utilisé au niveau municipal, en fait, par des jurys qui vont délibérer sur un enjeu précis.
Et les résultats qu'on a obtenus ne sont pas si surprenants que cela. Au total, en général, pas toujours, c'est pas une formule magique, mais en général, lorsque les gens ont l'impression qu'ils ont pu participer au processus, même si leur position perd, en général, ils sont plus susceptibles d'accepter le résultat. Encore là, c'est pas une formule magique, mais je crois que c'est une façon de procéder qui a une plus grande légitimité qu'une élection, par exemple. Comment on pourrait appliquer ce que vous avez déduit de ce processus-là? En fait, comment on pourrait faire en sorte que ces éléments-là soient plus présents dans la vie démocratique? Parce que c'est quand même un souci qu'on doit avoir. Je fais des blagues avec les États-Unis, on n'en est pas là ici, mais il n'y a rien qui nous dit qu'on n'y arrivera pas. Après ça, c'est l'échelle de temps. Mais on n'arrête pas de dire que les démocraties sont fragiles. Je pense que ça va au-delà des réseaux sociaux. On va en parler avec vous, Philippe Dubois. Mais André Blais, de ce que vous avez observé, est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez recommander dans notre vie démocratique en général? Je sais que c'est une grande question, là. Oui, moi, il me semble que ce serait très utile qu'on ait de ces assemblées citoyennes avec des formules peut-être un peu différentes, de façon régulière, pas sur tous les sujets et pas tout le temps non plus, que par exemple, dans un mandat de 4 ans, il y en ait une ou deux de ces assemblées citoyennes-là et les partis politiques, les maires, les conseils municipaux pourraient, dans leur programme, identifier que oui, nous, on vous promet qu'on aura une assemblée citoyenne sur un ou deux sujets. Donc, ça pourrait faire partie du processus normal que sur certains sujets, à l'occasion, il y ait une assemblée citoyenne dont les décisions ou les recommandations ne sont pas automatiques. C'est une recommandation qui est faite évidemment au conseil de ville et le conseil de ville peut décider de ne pas y donner suite. Et alors, il doit s'expliquer et se justifier parce qu'au départ, la décision a quand même généralement une certaine légitimité. Cet espace de délibération, Philippe Dubois, on nous l'avait promis un peu avec les réseaux sociaux, l'Internet, les capacités de communication collective devaient être décuplées. Elles l'ont été sur un plan numérique, mais dans ce qui en reste dans la vie démocratique, qu'est-ce que vous avez observé? Bien, les études montrent qu'effectivement, lorsque les médias sociaux se sont popularisés à partir des années 2000, 2004, 2005, on nous promettait une révolution numérique, un discours très cyber-optimiste. En fait, des cadres discursifs qu'on retrouve à chaque fois qu'il y a une technologie émergente qui apparaît. Là. On est dans le même débat avec l'IA actuellement. Reste à savoir à quel point ça va être véritablement transformatif. Dans le cas des médias sociaux, ce que la recherche a montré, c'est que la grande révolution annoncée, les grandes avancées démocratiques annoncées ne se sont pas réalisées. Puis en fait, les partis politiques, par exemple, qui avaient des avantages dans le monde hors ligne, au fil du temps, ont aussi construit des avantages en ligne. Effectivement, dans certains cas, ça peut permettre à des groupes de se coaliser, ça peut permettre à des petits partis de tirer leur épingle du jeu, mais lorsqu'on regarde au global, on ne peut pas dire que les médias sociaux ont révolutionné la démocratie. Par contre, ça a apporté un certain lot d'irritants, disons-le comme ça. Puis je pense que les élus municipaux nous l'ont rappelé abondamment dans le dernier mandat. Mais même présentement, dans cette campagne-ci, il y a des exemples précis, entre autres avec certains candidats qui ont fait la tournée des médias pour essayer de se justifier de propos vraiment virulent. Là, on nommera personne parce que les élections sont pas finies. Mais on voit que ça a des effets délétères réels. Là. Oui. Et pour les personnes qui s'expriment, qu'elles soient candidates, ou pour les personnes qui sont ciblées, les politiciennes, les politiciens et certains groupes de la société civile, jusqu'à un certain point où plusieurs se demandent si c'est encore aussi nécessaire d'y être. V'là peut-être... sur les réseaux sociaux. Exactement. Ce qui était un passage obligé. Non, certains. Certains élus démissionnaires l'ont dit. Moi, tant que ça ne change pas en ligne. Mais ça, donc, c'est une réflexion importante à avoir. Tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui pourraient faire de la politique
qui n'en feront pas à cause de ça. Ben, tout à fait. Puis moi, disons, prenons un exemple un peu farfelu, mais pas tant que ça, être une puissance étrangère qui voudrait déstabiliser une démocratie. Mettons, on va un pays comme ça, la Russie. Mettons, c'est ça. C'est comme ça, par hasard. La Russistan, disons-le. Ben, décourager des bonnes personnes de mettre la face sur le poteau, c'est une bonne stratégie. Utiliser les médias sociaux pour ruiner les conditions du débat public, c'est un bon levier aussi. Et on a vu des exemples de comment les médias sociaux peuvent être mobilisés pour aller rendre chambranlant les piliers de la démocratie qui sont l'égalité des chances dans le débat, qui sont la symétrie informationnelle aussi. Pour prendre une décision, encore faut-il avoir tous collectivement un bagage d'informations relativement similaire et surtout relativement vrai. Comment on peut marier vos deux sujets que vous nous présentez ici? C'est-à-dire, est-ce qu'André Blais plus... En fait, est-ce qu'il faut demander plus aux citoyens pour amoindrir le côté délétère des réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut repenser notre façon d'exercer la vie démocratique? Certainement. Comment exactement, c'est pas évident du tout, cependant. C'est ça. Parce que les exercices délibératifs, essentiellement, mettent l'accent sur le fait qu'on doit réfléchir, qu'on doit essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Alors que dans les médias sociaux, c'est l'impulsion, on est soumis, on est exposé à des gens qui pensent comme nous. Et donc, il y a vraiment une tension très forte. En même temps, en tout cas, ça me paraît impossible de bannir complètement les médias sociaux. Et les médias sociaux nous donnent une information importante qu'on n'a pas dans les délibérations. Par exemple? Les émotions. Oui. Les émotions, c'est extraordinairement important dans la vie. Dans les délibérations, on essaie de les minimiser. On essaie de faire en sorte que les gens se comprennent, etc. Et donc, les médias sociaux reflètent une réalité aussi qui est là. Et donc, il y a une très grande tension. Et pour moi, c'est pas évident du tout, surtout comment on pourrait réglementer les médias sociaux. Je suppose qu'on voudrait avoir des arbitres, mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces arbitres? C'est ça, c'est la grande question. Philippe, à votre avis, comment on peut marier? Parce que là, puis les assemblées délibératives, c'est aussi, il y a une lourdeur à organiser. Et là, on est au niveau municipal, c'est peut-être plus facile, mais après ça, puis je pense pas qu'on peut imaginer une réunion Teams avec 20 000 personnes au niveau provincial. Mettons, on réfléchit sur une constitution. Mettons, on va faire une constitution, on va faire ça comme du monde. Là. Petite parenthèse. Mais comment on peut enrichir la vie démocratique, sachant que les réseaux sociaux sont là? C'est pas une fatalité non plus, les réseaux sociaux. Non. Je pense que... Puis, on se concentre beaucoup sur les exemples de dérapage, sur les municipalités où ça va moins bien, mais dans plusieurs plus petites municipalités, le groupe Facebook ou la page Facebook de la municipalité est devenu le babillard communautaire, le lieu de rencontre virtuelle, l'endroit où les gens se voient dans des configurations géographiques souvent où ils sont très éloignés physiquement. Donc, je pense que ça peut avoir effectivement des avantages indéniables du point de vue démocratique. Ceci dit, il faut toujours se rappeler que pour la vaste majorité des plateformes que l'on utilise, c'est des entreprises états-uniennes qui en ont rien à foutre de la démocratie. Ils sont pas là pour la démocratie. Tant mieux si ça peut aider, tant mieux si on peut spinner le fait qu'on est bon pour la démocratie, mais leur objectif premier, c'est de nous attirer sur cette plateforme-là, de nous retenir sur la plateforme et de nous pousser du contenu qui va nous faire réagir effectivement, qu'il soit démocratique ou pas. Est-ce que les élus, vous avez travaillé au niveau... au municipal, oui. Okay. Est-ce qu'ils comprennent bien les dynamiques des réseaux sociaux et... Parce que des fois, on a l'impression aussi qu'il y a une littératie numérique qui manque chez les citoyens, mais aussi chez nos élus. Est-ce que vous avez l'impression que ça pourrait amoindrir un peu le côté on sait à qui ça appartient, on sait comment les algorithmes sont faits, on peut quand même harnacher peut-être quand on comprend bien la bête. Il faut dire que
lorsqu'on est élu, on porte peut-être une attention plus importante à ce que les gens disent, parce que c'est notre travail, en fait, de les représenter. Et parfois, on perd, par expérience, là, mais il y a peut-être de la littérature là-dessus, André, mais on perd ce pas de recul-là, c'est-à-dire que lorsqu'on croise quelqu'un à l'épicerie qui nous dit qu'on devrait faire ABC, ben ça devient dans notre tête une priorité, ou du moins, on l'a dans notre mémoire à court terme. Sur les médias sociaux, c'est beaucoup ça aussi. Moi, quand il y a des élus qui m'approchent pour me demander qu'est-ce qu'ils devraient faire avec leurs médias sociaux, moi je leur dis de prendre un pas de recul. En fait, c'est pas grave s'il y a des gens qui gueulent. Il y a des gens qui gueuleraient de toute façon, c'est juste qu'on les entendrait pas ou qu'ils les verraient pas. Puis il faut se rappeler que c'est un échantillon très imparfait du débat public, du discours public. On ne peut pas l'utiliser comme un bon sondage. Exactement. C'est une source d'information de plus. Puis il faut être capable, il faut être entouré aussi pour être capable d'utiliser ces données-là. Et un des problèmes de nos élus municipaux, c'est qu'ils ont très peu de ressources pour exercer leur travail et que souvent, dans la majorité des villes québécoises, ils n'ont pas les ressources pour embaucher une attachée ou un attaché politique qui pourrait avoir ce pas de recul-là ou faire un premier filtre entre l'élu et la jungle des médias sociaux. André Blais, est-ce que on le voit là avec le projet de recherche que vous avez fait à Longueuil, le niveau municipal, c'est un terrain de jeu, c'est un laboratoire unique dans notre vie démocratique. Tout à fait. Est-ce que la clé, elle n'est pas là? C'est-à-dire que revenir, je sais que ça fait cucu, là. On parle le circuit court dans les aliments, le terroir, bon, mais est-ce que le circuit court ne serait pas une clé de notre vie démocratique? C'est réinvestir massivement je dirais la démocratie de proximité? Tout à fait. Je vais prendre un exemple, le débat sur le mode de scrutin. On a discuté beaucoup au niveau fédéral, au niveau provincial, mais pourquoi ne pas donner aux municipalités l'occasion d'expérimenter? Et les quelques municipalités qui voudraient avoir un proportionnel le feraient, on verrait les résultats, etc. Donc, on pourrait, sur toutes sortes de sujets, et on le fait d'ailleurs indirectement avec des projets pilotes à l'occasion, tester une idée et demander aux municipalités qui veulent le faire d'emboîter le pas et d'y aller. Et on peut voir les résultats à ce moment-là. Cela dit, je tiens à dire que et au provincial et au fédéral, on en a parlé du mode de scrutin, mais quand les gens arrivent au pouvoir, oups! Ça marche plus. Les référendums, les référendums sur le sujet, au final, les électeurs ont rejeté. La réforme du mode de scrutin? Oui. En Ontario, en Colombie-Britannique, il y a eu des référendums et dans tous les cas. On se rappelle, Justin Trudeau, c'était une promesse. Oui. On n'était pas dans le référendum. Là. Non. Puis certain François Legault aussi. Oui. C'était une promesse. Mais ce ne sont pas seulement les élus qui changent d'idée. Les électeurs eux-mêmes sont bien souvent assez conservateurs. On n'en a pas parlé de ça, puis on va terminer ce premier bloc. Puis peut-être que ça joue aussi sur la légitimité, la professionnalisation des gens qui font de la politique. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Est-ce que ça participe à un certain cynisme des électeurs et des électrices? Sur la scène municipale, c'est intéressant parce qu'on constate une professionnalisation des élus. Dans une moindre mesure, mais tout de même aussi des personnes qui les accompagnent dans l'organisation de leur campagne. Oui, les gens d'une même allégeance se parlent d'un niveau à l'autre. Exactement. Puis le monde politique est relativement petit. Lorsqu'on fait de la politique, peu importe la ville, on connaît qui sont nos adversaires, qui sont nos amis, et on se retrouve d'une élection à l'autre, d'un palier à un autre. Mais c'est intéressant parce que ça vient dans un contexte, ce qu'on a appelé dans les médias la nouvelle vague d'élus municipaux, des gens qui ont une posture décomplexée en politique municipale, avec une approche résolument politique. On ne se restreint plus volontairement aux compétences, au service à la propriété, à la bonne gestion technique et comptable de la municipalité. Donc, il y a un certain bouillonnement sur la scène municipale québécoise, du moins dans les moyennes et grandes villes. C'est pas le cas partout, mais je pense que ça c'est un bon moment pour faire des tests, justement. C'est un bon moment aussi pour réfléchir au style de gouvernement de proximité qu'on veut avoir. Parce que le gouvernement de proximité, là, ça reste un terme flou, ça reste une revendication à plusieurs égards. Le gouvernement caquiste n'est pas le meilleur porte-étendard de cette conception de la politique municipale, mais n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup... Probablement que ce n'est pas une priorité pour eux. Ils ont une vision aussi, j'ai envie de dire, un peu plus classique de l'État québécois comme chef amiral de la vie collective. On ne parlera pas de la Constitution, mais c'est parce que c'est dans l'actualité. C'est quand même assez éloquent, juste le processus derrière ça. Ça montre
comment ils conçoivent la vie collective et les espaces délibératifs, c'est-à-dire très peu. Dans la conception caquiste des choses, jusqu'à preuve du contraire, c'est le gouvernement québécois qui est le chef d'orchestre et le maître d'œuvre. Non, tout à fait. Ouais, et c'est une conception qui se vaut. Là. Il y a plein d'États dirigés comme ça. Mais ceci dit, dans le bouillonnement de position et même idéologique sur la scène municipale, je pense que c'est le bon moment de se réfléchir à quel type de gouvernance locale on veut avoir. Et clairement, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des représentants des deux camps. On a des représentants des candidatures très apolitiques qui pensent qu'une ville, ça doit donner des services puis clore un budget. Ramasser les poubelles. Exactement, déneiger. Les taxes pas trop cher. C'est ça. Puis la fameuse citation dans le voir, ramasser des poubelles, c'est pas à gauche, c'est pas à droite. On faut les ramasser les poubelles. Bon, puis à l'inverse, on a des gens qui disent non, il faut en faire plus. Puis les villes ont un levier puis une position intéressante auprès de la population. Fait que moi, je trouve qu'on est gâtés au Québec parce qu'on vit quand même un beau moment démocratique, sans le savoir, mais on le vit, je vous l'annonce. Et on est gâtés parce qu'on a du choix. L'épisode sert à ça, hein? On veut des marchands d'espoir. Je colporte le bonheur en ce samedi matin. Est-ce que les niveaux provinciaux, fédéraux comprennent bien les opportunités qu'on peut avoir avec la vie démocratique au municipal? Parce que je sais qu'au Québec, on entend souvent ça, que dans le fond, les villes sont un peu des créatures du gouvernement provincial. Elles ont souvent les mains liées pour faire des choses à leur façon. Est-ce que vous avez l'impression, André Blais, que on est attentif à ce qui se passe dans les autres niveaux par rapport à ce qui se fait au niveau municipal? Aux autres niveaux? Provincial, au fédéral. Est-ce que l'aspect laboratoire, ils le voient eux aussi? Le provincial lui-même? Nos élus au Québec et à Ottawa. Je n'en vois pas beaucoup d'indices. J'ai vraiment l'impression que le gouvernement provincial veut continuer de contrôler les choses. En particulier, évidemment, empêcher les municipalités de s'endetter. Je pense que c'est la première préoccupation de toutes. Et j'ai pas eu l'impression qu'ils ont beaucoup fait de projets où il y aurait l'implication des municipalités. Il y a eu un petit projet, en fait, qui n'a pas abouti. C'était le vote par Internet. Élection Québec avait fait un appel à des municipalités et un certain nombre de municipalités qui avaient accepté de participer au projet. Et finalement, ça n'a pas abouti parce qu'il y avait des problèmes, je pense, techniques impliqués. Donc, il y a quelques petites initiatives, mais en général, je crois que le gouvernement provincial a plutôt une attitude de méfiance vis-à-vis des municipalités, je croirais. Pourquoi? Là, je sais, je vous prends un peu au dépourvu parce que c'est peut-être pas votre champ d'expertise, mais vous êtes professeur émérite, j'imagine. Il faut que ça serve à quelque chose, le terme émérite, voyons. Oui, ça devrait. Non, mais en fait, puis on va terminer avec ça. Puis Philippe, vous allez pouvoir embarquer dans la discussion. C'est qu'on l'a dit, il y a quand même, ça se parle là, d'un niveau à l'autre. Les gens, les organisations, les gens qui travaillent sur le terrain, ils ont souvent fait de la politique provinciale, pas tout le temps, mais donc il y a un canal de communication, mais on a l'impression vraiment que, moi je trouve qu'on perd les opportunités à cantonner les villes dans les petits services. Il faut se battre pour faire autre chose, on dirait. Puis il faut dire que je me trompe, là. Non, mais c'est intéressant, d'autant plus que ces maires de la nouvelle vague-là, pendant une large partie du mandat caquiste, jouaient un peu par défaut le rôle de l'opposition officielle. Rappelons-nous, là, au début de l'actuel mandat, les oppositions à Québec n'étaient pas très fortes et on voyait le maire Marchand, le maire Boyer, la mairesse Plante, la mairesse de Longueuil également, Mme Fournier, prendre des positions, parfois en l'encontre des positions gouvernementales, puis agir un peu comme c'est ça, un contrepoids, une opposition officieuse, appelons-le comme ça. Donc, je pense que ça a peut-être cadré le type de relation entre le gouvernement caquiste et certaines des municipalités. Mais c'est intéressant aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on aurait vu nécessairement dans une conception plus classique des municipalités, plus déférente envers justement le créateur versus ses créatures. Et donc, je pense que c'est une bonne nouvelle, encore une fois, pour la démocratie, parce que ça permet des dynamiques multiniveaux où, même si on est moins d'accord avec les résultats du scrutin québécois, puis qu'on peut reporter certaines pensées sur le scrutin municipal, bien, on peut se doter indirectement de porte-voix. Intéressant. Philippe Dubois, André Blais, merci pour ce premier bloc. Merci. Merci. Vraiment. On va y aller avec le deuxième bloc de cette réflexion.
avec 2 nouvelles personnes. Sophie Lachance, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de vous un peu. Pas de problème. Confidence du samedi. La confidence, c'est que j'étudie en communication à l'Université de Sherbrooke. Grand secret que je vous annonce aujourd'hui. Oui. Donc, en communication, j'étudie aussi plus précisément dans mon mémoire la participation citoyenne, participation politique des jeunes, plus précisément des étudiants et étudiantes de l'Université de Sherbrooke et encore plus précisément ceux et celles qui ont une ville d'origine différente, donc qui ont une attache à Sherbrooke et à une autre ville. Là, les gens vont dire, mon Dieu, c'est donc bien niché, ça. Oh, oui. Cela dit, oui et non. Parce que tantôt, avec André Blais et Philippe Dubois, on parlait de réinvestir l'espace municipal, la démocratie municipale, et peut-être qu'il y aurait un terrain de jeu à explorer sur l'identité municipale, qui est peut-être pas relié, en tout cas. Et le fait d'étudier des étudiants qui bougent, et qui sont quand même là une partie de l'année, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la vie démocratique et municipale. Oui, puis c'est aussi très intéressant, tout ce qu'on parle de participation électorale. Fait que le vote, on sait que les jeunes votent moins. On sait qu'au municipal, il y a une plus faible participation. Fait que s'intéresser à cet embranchement-là où il y a 2 contextes de plus faible participation puis d'intégrer l'aspect du territoire là-dedans qui est un facteur. De s'identifier à un territoire, c'est un facteur qui fait qu'on vote ou non. Fait que je suis allée dans cette petite niche parce qu'elle était intéressante. Oui! Il n'y a pas de petite niche. Elles sont juste niché. Emmanuel Chaquette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur. Vous avez fini là, les études. Là. Oui, c'est fini, mais il n'y a pas si longtemps dans les faits. Hein. J'ai été un late doctor. Ah ouais? Oui, j'ai soutenu ma thèse en 2021. Ah, quand même. Mais là, les gens n'ont aucune idée de l'âge que vous avez. Oui, j'ai 25 ans. Et là, vous êtes prof où? À l'Université de Sherbrooke, au département de communication. OK. Et votre champ, mon champ. Il est vaste, mon champ. Il est multiple, mon champ. Alors, communication politique, ça, c'est la première grande porte d'entrée. Politique canadienne et québécoise aussi. Je m'intéresse beaucoup au vivre ensemble, aux enjeux de cohésion sociale. Et avec ça, s'ajoute le champ des études sur l'humour. Donc, les Humor Studies. Pourquoi? Ben, pour 2 raisons. Premièrement, parce que j'ai pratiqué l'humour et que ça m'a toujours beaucoup intéressé. Et deuxièmement, parce que, justement, au croisement entre est-ce que je fais de l'humour ou je fais de la recherche, j'ai décidé de faire les 2. Et ça, c'est pas tout à fait faux. Alors, c'est comme ça que vous êtes un chercheur. J'ai fait ma thèse en communication politique sur le thème de l'humour, sur les effets, les fonctions de l'humour sur la cohésion sociale, sur la stéréotypisation. Tout le monde. Moi, c'est super intéressant. Wow. Et bien sûr, le volet municipal, il fait partie de la dynamique de communication politique. C'est politique interne. Tantôt, on a parlé de comment on peut aider la vie démocratique dans l'aspect délibératif, entre autres, pour que les gens sentent que leur opinion compte. Et souvent, malheureusement, on a l'impression que tous ces processus-là, les dés sont pipés et les décisions sont déjà prises. Je pense que ce que vous dites là, ça reflète assez bien ce que l'on reçoit comme commentaire quand on fait des entrevues avec des personnes citoyennes. Et ça, c'est à tous les niveaux. Là. À tous les niveaux, y compris aussi aux administrations. Souvent, ce discours-là de les dés sont pipés, vous nous consultez, mais dans le fond, nous consultez pas vraiment. Ça, on entend ça régulièrement des personnes citoyennes dans leurs commentaires. On entend aussi beaucoup ça de l'administration qui se fait reprocher ce genre d'attitude et qui, parfois, nous dit, honnêtement, on ne sait plus comment consulter, on ne sait plus comment rejoindre les gens. On tâche de le faire, on tente de les informer, et pourtant, on nous dit qu'on n'a pas donné l'information. Alors, il y a une espèce de point de tension dans des recherches que l'on a fait, des recherches récentes en particulier, où on observe ce point de tension-là et qui s'installe aussi dans une espèce de climat de méfiance envers les administrations. Ça date pas d'hier que les politiciens n'ont pas la cote, mais en ce moment, c'est vrai qu'il y a une méfiance qui est très présente et elle s'exprime de façon, comme le disait André Blais dans l'autre partie, dans l'autre bloc, c'est de façon virulente parfois. Oui. Est-ce que c'est fondé tout ça? Oui et non. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça a été mesuré dans les... Bonne question. Bonne question. Je dirais oui et non. C'est fondé, je dirais, dans une certaine mesure. Primo, ça part pas nécessairement de mauvaises intentions. C'est que, particulièrement dans les
plus petites municipalités ou des municipalités qui ont moins d'organisation, moins de ressources en particulier, ben ils ont un peu au feeling. Hein? Alors ils pensent qu'ils l'ont fait, ils pensent qu'ils ont bien fait les choses, ils pensent qu'ils ont écouté, fait tout ce qu'ils pouvaient, mais dans les faits ils ont oublié quelques étapes. Alors c'est là où effectivement peut-être qu'il y a un aspect réflexion, et là peut-être que et là c'est ce qu'on a fait avec d'ailleurs Sophie dans un projet de recherche avec la ville de Magog, où on va essayer de savoir où eux, la ville de Magog, l'administration se dit, on a une politique de participation citoyenne, mais on se demande comment la déployer. Et on se demande à quel moment est-ce qu'on peut faire en sorte, quand est-ce qu'il faut déployer tout le processus ou pas tout le processus, comment est-ce qu'on peut rejoindre la population, comment on peut faire en sorte que ce soit pas toujours les mêmes, etc. Alors, ils ont une part de responsabilité. Ils ont des fois l'impression qu'ils écoutent, mais ils écoutent peut-être pas nécessairement suffisamment ou correctement. Et d'un autre côté, ben, les personnes citoyennes, c'est un peu la même chose. Ils ont un peu l'impression, et c'est vraiment ça, souvent, ils ont des perceptions qui reposent un peu non seulement sur ce qui se passe dans la municipalité, mais sur ce qui se passe ailleurs. Alors, et sur un contexte de méfiance aussi, etc. Est-ce que, là, ça va peut-être paraître, mais est-ce que le fait que, parce que, tu sais, bon, on en parle depuis le début de cet épisode-là, la politique municipale, l'aspect proximité est intéressant à plein de niveaux, mais il y a un côté moins intéressant, c'est que les gens qui sont en politique, ben forcément, ne font pas nécessairement que ça. Donc, ils font autre chose dans la ville. Ils peuvent être promoteurs immobiliers. Exact. Ils peuvent avoir leurs occupations professionnelles peuvent empiéter sur l'aspect politique. Bon, est-ce que ça, on est capable de bien baliser ça? Est-ce que c'est un défi? Vous parliez de la ville de Magog, là, votre projet, peut-être nous en dire un mot, comment il s'articulait? Ben, ce projet-là, il s'articulait. C'est un projet qui a quand même duré près de 2 ans, où on a comme procédé de 3 façons. Premièrement, le projet, c'est sur le déploiement d'une politique de participation citoyenne. Donc, on a essayé de comprendre de façon encore plus précise qu'est-ce que la participation citoyenne, particulièrement dans le cas de Magog. Donc, ce qu'on a fait, c'est... Attendez. Pourquoi Magog, particulièrement dans le cas de Magog? Est-ce que c'est une ville qui a des non, dans les universités, il y a des recherches partenariales. Donc, dans ce cas-là, c'est le partenaire. La ville de Magog, pour laquelle j'avais déjà contribué au développement de la politique de participation citoyenne. Alors là, ils nous ont recontactés, puis ils nous ont dit, on a une politique. Ça fait quelques années qu'on la met en branle, mais on aimerait ça parce que là, on a des enjeux de tension. On se rend compte on se demande à quel moment il faut déployer le processus. Et est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'on pourrait trouver des étapes? Y a-t-il une recette? Et puis, ben, quand on est venu nous cogner à notre porte, donc on a dit OK. Puis la recherche partenariale, ben, ça le dit, on est partenaire, mais nous, notre objectif, c'est l'aspect recherche. Donc, à partir de là, on va essayer de vous donner des réponses. Les meilleures réponses qu'on peut trouver, peut-être qu'elles vous conviendront, peut-être que vous allez être peut-être même fâché de certaines conclusions, mais ce sont les nôtres. Et puis et tout ça se fait effectivement avec des allers-retours. Et donc au final, on est arrivé avec une espèce de modèle, genre un modèle, 2 arbres décisionnels là, d'une certaine façon, qui peuvent être pour les décideurs, c'est-à-dire étape par étape, selon tel type de projet. Est-ce qu'on doit informer? Est-ce qu'on doit strictement informer? Est-ce qu'on doit consulter? Est-ce qu'on doit collaborer? Ou est-ce qu'on doit nécessiter un niveau d'implication encore plus grand? Donc, ce sont des éléments comme ça. Et juste pour une parenthèse là-dessus, quand on se demandait vous dites, comment on fait, par exemple, pour faire participer les gens? Ben, ça, c'est un enjeu perpétuel dans les municipalités parce que très souvent, ce sont les gens de politique de proximité. Donc, c'est quand ça les concerne directement qu'ils vont participer. Donc, dans les municipalités, souvent, on a l'impression que c'est pas beaucoup de monde parce que il y a tel développement dans telle rue, dans tel quartier, les gens à l'extérieur de ce quartier sont pas concernés. À part quand il y a des phénomènes de type plus symbolique ou patrimoniaux. Par exemple, la ville de Magog, il y a le lac Memphremagog, il y a le mont Orford. Ça, ce sont des symboles importants qui font partie de l'identité de la ville. Donc, s'il y a des projets qui gravitent autour de ça ou qui touchent cet aspect-là, c'est sûr qu'il y a de bonnes chances qu'il y ait la population et de façon un petit peu plus élargie qui se sentent préoccupés et que ça soulève plus de préoccupations. On se rappelle le Mont Orford, entre autres, sous le gouvernement Charest. Il y avait un projet d'en privatiser une partie et ça avait fait un tollé qui avait même été au-delà de la région. En fait. Et c'était Clémence Desrochers qui notamment avait mené ce combat.
au nom de son papa. À l'ombre de l'enfant. À l'ombre de l'enfant. Sophie, vous aviez l'air de vouloir j'étais comme on dirait qu'il me manque un bout sur l'aspect du mont Offord, mais peut-être qu'à ce moment-là, j'étais un peu trop jeune pour être consciente de la politique. Je pense que c'est le premier mandat de Jean Charest. Oui, les libéraux. On est en 2003-2004 dans ce coin-là. J'avais 3 ans pour vous donner une peu d'informations. Voilà. Alors, il y avait un ami du parti, je pense, qui avait des projets de... un ami du parti, c'était là. Il y avait un projet de immobilier. Il y avait un gros projet, exactement. Évidemment, c'était pas du logement social qu'on voulait construire. Non. Et ça scindait pas mal la montagne en deux, si ma mémoire est bonne. C'était un gros projet. Là, on trouvait à faire vraiment une ponction importante. Une privatisation d'une partie d'un espace public. Et il y avait eu une grosse fondamentale. Grosse levée de bouclier. Voilà. Mais je compléterais par contre que ce qui est super intéressant que Emmanuel évoque, c'est qu'il parle des aspects territoriaux du lac, de la montagne, des choses qui vont varier de municipalité en municipalité. Les contextes, on a parlé de chemin décisionnel même avec la politique, ça varie de municipalité en municipalité. C'est toute la richesse justement du niveau municipal. Un chemin décisionnel? Oh là, c'est moi qui ai sorti le jargon. Mais dans le fond, si dans une municipalité, il y a une démarche de participation publique, mais qui a pris la décision? Qui approuve la décision? Est-ce que dans X ville, la population peut commencer une démarche? Souvent, non, ils vont demander aux élus. Fait que c'est les élus qui décident. Après ça, qui approuve? Est-ce que ça va être en déposant tel document? Ça, c'est des pratiques qui varient de ville en ville. Puis que quand on fait une politique, faut les baliser. Puis c'est beaucoup de compréhension. Puis de particularités dans chaque municipalité aussi. Puis il y a juste pour rajouter là-dessus, il y a dans le conseil municipal, souvent, d'ailleurs, les élus municipaux le disent, c'est-à-dire les conseils municipaux représentent la population. Donc, si les conseils municipaux est divisé sur une question, la population l'est. Oui, bien sûr. Et donc, sur la question de la participation citoyenne, souvent les conseils municipaux sont divisés. Il y en a qui veulent aller plus vite, il y en a qui veulent aller moins vite. Puis des fois, j'imagine que ça se mesure, trop de consultations, ça va être un frein à l'élaboration de projets. À un moment donné, c'est plate, mais faut y aller. Trop de consultations, mais on pense aussi... Non, mais ça peut paralyser. C'est comme discuter à l'infini d'une prise de décision, même à un niveau d'un couple, au niveau des amis. Qu'est-ce qu'on fait? On construit un chalet? On fait-tu? Bon. Mais à force d'en discuter, on peut rester là-dedans, en fait. Mais ça rend cynique, tu sais. On pense aux gens qui se font consulter, ils mettent du temps, ils mettent de l'énergie. Tu sais, ils viennent un jeudi soir quand ils auraient pu aller souper avec leurs amis, puis finalement, ils veulent aller participer. Ou un samedi matin, autour d'un micro comme on le fait. On l'aime, la démocratie municipale. On s'est levé tôt pour être ici. Là. C'est un très bel endroit. Oui, c'est magnifique. Vous décrirez. Donc, on parlait de peut-être trop de délibération. Des fois, ça peut bloquer. Aussi, quand ça peut être un peu de délibération en parallèle. Il y a plusieurs projets qui consultent, puis ça fait 15 fois qu'on demande aux gens, on pense, mettons, aux commerçants de telle rue. Ça fait 15 fois qu'on vous demande de remplir un questionnaire, puis des fois, ça se recoupe, puis ça sert à quoi au final? C'est ça. On est écouté, mais il n'y a pas d'effet, là. Fait que ça donne plus après envie, là, de s'impliquer. Faut faire attention. Avec ça. Mais c'est vrai que les gens ont été élus souvent pour prendre des décisions, mais ça les embête s'ils peuvent pas le faire. Puis aussi, des fois, ça peut être une façon de ne pas devoir trancher. Mais on va continuer à voir la population, qu'est-ce qu'ils en disent. Mais au final, il faut quand même qu'ils tranchent. Fait que si la population dit non au projet, faut que les élus soient prêts à dire « Ah, mais non, on veut dire oui, même si vous avez dit non. » Bref. Sophie, pendant que vous avez le crachoir, c'est-à-dire le micro, on va parler des jeunes. Oui. Parce que c'est intéressant, vous êtes en rédaction? Oui, rédaction de mémoire. De maîtrise. Exact. Et là, c'est une dimension qui est particulière, mais qui ne s'applique pas seulement à Sherbrooke, c'est-à-dire ces populations étudiantes qui étudient à un endroit, habitent à un autre. Cela dit, il y a une loi d'inscription des jeunes. Comment s'articule, en fait, votre réflexion par rapport à ça? Souvent, comment je l'aborde, c'est que les jeunes étudient quand même, vivent dans leur ville d'études, mais qui ont quand même un attachement à leur ville d'origine. Que ce soit, des fois, ils peuvent retourner à chaque fin de semaine, là, aller voir leurs parents. Puis la question, c'est, je peux pas participer à 2 places en même temps. Non. La plus simple présentation de ça, c'est je peux pas voter à 2 places au municipal. Puis c'est là qu'il venait ma réflexion. Hey, mais comment ils choisissent? En fait, ils ont la possibilité de choisir, c'est ça? C'est ça. Puis c'est ça, dans le fond, ce que j'étais allée voir, c'est qu'est-ce qui fait qu'on prend une décision, en fait, étant moi-même étudiante. C'est quand même quelque chose que j'ai déjà vécu. Fait que ce qui est intéressant,
dans tout ça, c'est de réaliser que c'est beaucoup des éléments très, très rationnels qui entrent en compte. Si la personne veut voter dans sa ville d'origine, fait où elle connaît bien, qu'elle a grandi, qu'il y a un aspect très émotionnel aussi, ben ça implique de devoir y retourner physiquement, généralement, jusqu'à maintenant, tu vois. Si elle veut voter dans la ville d'études, mais ça implique de faire son changement d'adresse. Ça, de ce que j'ai vu dans ma recherche, c'est quelque chose qui n'est pas du tout maîtrisé. Même moi, là, en toute transparence, qui t'étudie là-dedans, je le savais pas. Je suis vulnérable, là, je vous annonce ça. Mais ça reste que c'est bon devoir chercher les procédures, il faut changer, il faut avoir une preuve. Fait que dans les deux cas, c'est un effort. Puis là, donc, possiblement un frein. Ben oui. Voilà. On pense à quelqu'un qui n'a pas... Bon, j'irais voter, là, mais bon, c'est compliqué. De toute façon, ça change quoi que je vote? Il y a aussi ça, l'aspect de sentir qu'on a un impact qui est un facteur. Fait que c'est quand même intéressant. C'est intéressant de s'y intéresser, si je peux me permettre. Oui, et Sophie Lachance, c'est à l'université, des fois, c'est la première fois qu'on vote aussi. On est à l'âge où on est au bac. Et puis moi, je me rappelle, j'ai un garçon de 21 ans, la première fois qu'il pouvait voter, il était quand même... Tu sais, on dit que les jeunes ne votent pas, les jeunes ne s'intéressent pas. C'est vrai, oui et non. Il y a des adultes qui ne votent pas. Mais je pense que c'est encore quelque chose qui est un marqueur dans la vie de quelqu'un, la première fois qu'on peut voter. Oui, puis si on me corrigera si jamais j'ai tort, mais souvent, si la personne peut voter la première fois, c'est un indicateur qu'elle va continuer à voter par après. Puis un point qui est très, très intéressant aussi, c'est que les gens, même si c'est quelque chose que j'ai réalisé, même si on peu d'intérêt pour le municipal, qui connaissent pas vraiment les compétences, que bof, sans plus, le sens du devoir, le sens de vouloir voter, malgré tout, est là. Tu sais, il y a quand même cet intérêt-là, il y a ce sens du devoir qui joue, qui rentre en compte, même quand l'information est moins là, même quand l'intérêt est moins là. C'est quelque chose qu'il faut pas sous-estimer, je pense, des jeunes, que ce sens du devoir, il est pas disparu, là. En même temps que vos études, vous travaillez? Oui, tout à fait. À la ville de Sherbrooke. À la ville de Sherbrooke. Non, mais c'est intéressant. Non, mais il faut le dire parce que, moi, je veux briser cette idée du chercheur et de la chercheuse dans sa tour d'ivoire. Non. Ils font des vraies choses. Ils travaillent. Mais sauf que pour une ville comme Sherbrooke, et j'imagine que ça s'applique à Trois-Rivières, ça s'applique à toutes les villes qui ont des étudiants. Moi, je viens de Saint-Hyacinthe, il y a quand même une bonne cohorte en agroalimentaire, en théâtre. Bon, est-ce qu'on comprend bien, est-ce qu'on essaie de profiter de cet aspect-là qu'il y a des étudiants qui vont peut-être voter dans la ville où ils étudient, même s'ils sont pas nés là où ils habitent pas là? Moi, c'est quelque chose, c'était vraiment de là que venait ma réflexion initiale sur mon mémoire. À Sherbrooke, c'est environ 11% de la population qui est étudiante. C'est quand même beaucoup. Fait que, tu sais, c'est à prendre en compte. Est-ce que c'est activement dans les démarches de la ville? Ben, c'est tout le temps dans les démarches de vouloir faire voter les gens pour la démocratie. Puis quelque chose qu'on sous-estime, là, on parle de participation électorale, mais tout ce qui est de la participation publique, fait qu'on parle de séances de consultation, des questionnaires. Là aussi, c'est important d'aller les chercher, ces personnes-là. Il y a plusieurs groupes qui sont sous-représentés dans les événements de participation publique, que ce soit les femmes, les personnes de la diversité ethnoculturelle, personnes en situation de handicap. Mais les jeunes, c'est un de ces groupes-là qui est sous-représenté. Puis en plus, c'est 10% de la population. C'est aussi une réflexion qui est importante à avoir. Et je précise que mon poste est en participation publique. Je fais preuve de transparence. C'est pour ça que je connais bien le sujet aussi. Oui, c'est intéressant. C'est parce que les deux pratiques se nourrissent. Là. Oui, mais c'est pas pour rien que mon mémoire est là-dessus. La chercheuse, ben oui, mais c'est ça qui est cool aussi. Ça aurait pu être autre chose. Dans les notes pour préparer cet épisode-là, il y a un mot qui est apparu, il y a un terme qui est apparu, l'acceptabilité sociale. Ouais. Ouf. Est-ce que ça, c'est devenu un peu du démocracy washing? Ouais, ben c'est... un concept un peu fourre-tout pour dire, on a ça, puis c'est pas vraiment bien balisé, puis on peut l'utiliser vraiment à des fins peut-être strictement partisanes? Ouais, j'avais envie de dire un concept est aussi fort de la façon dont il est pratiqué d'une certaine façon. Parce que la notion théorique d'acceptabilité sociale, et ma collègue Stéphanie Yates, prof à l'UQAM, aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais c'est l'objectif, c'est l'idée de dire on va prendre des décisions dont on aura considéré plein d'aspects pour faire en sorte qu'ils puissent avoir une validité, une légitimité collective. D'accord? Oui. Donc, en soi, c'est valeureux, c'est beau. Mais effectivement, dans les faits, dans la pratique, et ce qu'on observe très souvent, ben, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire, on a l'impression que le concept d'acceptabilité sociale, quand il est mis de l'avant
par des politiciens, des décideurs, vont dire, oui, mais on n'a pas l'acceptabilité sociale, donc on va faire en sorte qu'on puisse avoir l'acceptabilité sociale. On va trouver la façon d'en parler pour finalement ce soit accepté. Et là, ça, c'est intéressant parce qu'il vient s'opposer. Donc, c'est un peu comme s'il y avait quand on parle de tension entre citoyens, personnes citoyennes et administration, on pourrait dire qu'il y a comme deux opposés. D'un côté, il y a le concept d'acceptabilité sociale. Donc, la population va dire, il y a bien des gens dans la population, en tout cas, qui vont dire, vous parlez d'acceptabilité sociale, mais dans le fond, tout ce que vous cherchez, c'est une façon de pouvoir nous faire passer votre projet. D'un autre côté, l'administration va regarder les personnes citoyennes et va dire, vous, c'est le NIMBY. Not in my backyard, pas dans ma cour. Le fameux NIMBY. Le fameux NIMBY. C'est drôle, je l'ai lu souvent, mais je l'avais jamais entendu. On dit comme ça. Oui. NIMBY. NIMBY. Pas dans ma cour. Il y a même un autre qui est rendu, ça fait quelques années quand même, qui est plus le banana, c'est-à-dire le build anything, nowhere. Là, je l'ai même noté. Là, en tout cas, c'est quelque chose de bâtir rien, nulle part à côté de nous, quoi que ce soit. Le banana. Là, on est plus loin, là. Là, on est dans le refus, là. Donc, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de donc, c'est l'insulte. Donc, on va l'insulte envers les citoyens, c'est-à-dire le NIMBY. Puis de l'autre côté, envers l'administration, c'est-à-dire, c'est l'acceptabilité sociale. Alors que dans les faits, l'acceptabilité sociale, comme je disais tout à l'heure, ça devrait être quelque chose qui résonne de façon positive et qui devrait l'être dans une certaine mesure. Et le NIMBY, devrait peut-être un peu plus résonner comme des personnes citoyennes qui sont impliquées, qui veulent faire en sorte que le projet qui est proposé puisse peut-être correspondre davantage à où ils habitent. Et que ce soit peut-être une façon de légitimer leur action. C'est intéressant. Sophie? C'est ça, je pense que ce qui est intéressant aussi dans tout ça, c'est que les gens se mobilisent. Il y en a de la participation dans ce temps-là. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que cette mobilisation-là, cette participation-là, elle est plus dans le négatif. Fait que je pense que c'est quand même une piste à avoir de, OK, on a de la participation, mais comment on l'amène à ce que ce soit plus complet, qu'on ait souvent les gens qui sont pour un projet ou qui sont neutres, vont pas se présenter à la séance. Fait que c'est pas non plus un portrait identique à la réalité qu'on va avoir dans une séance de consultation, par exemple, mais ça reste la participation. Et je vois banana, là, build absolutely nothing, anywhere, near anything. Voilà, ne construisez rien nulle part. Je l'avais jamais entendu, c'est quand même drôle. Près de quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une... Là, on réfléchit, là. C'est vraiment un brainstorm, là, cet épisode-là. C'est drôle. En vieillissant, puis peut-être que je ne veux pas me mettre comme un échantillon plus valable qu'un autre, mais moi, le niveau de démocratie municipale m'interpelle plus que les grandes questions qui m'animaient avant quand j'étais plus jeune. Genre l'indépendance. Je suis pas contre, mais je trouve que c'est rendu quelque chose qui m'interpelle beaucoup moins que le vélo. Les pistes cyclables, le discours contre les pistes cyclables, comment on organise la cohabitation des différents modes de transport. Bon, est-ce que c'est une tendance qui est mesurée quelque part ou c'est juste parce que je suis dans une ville comme Montréal aussi où peut-être les enjeux sont différents d'une ville à l'autre, là. Mais est-ce que j'ai l'impression, ou en tout cas peut-être c'est un désir que j'ai, je le mélange, j'ai l'impression que la vie municipale, puis tantôt Philippe Dubois l'a dit, elle est bouillonnante. Je pense qu'elle intéresse plus de gens qu'avant. Dans la littérature, ce qu'on constate, deux choses. Premièrement, en termes de participation, et là, par rapport à André Blais, ce qu'il disait tout à l'heure aussi, on est, j'allais dire, presque un peu dans les mêmes eaux, c'est-à-dire les gens qui vont participer, ce sont avant tout des gens qui se sont intéressés, qui sont interpellés, qui est une condition souvent à aller voter à n'importe quel palier. Sophie le soulignait avec justesse. Pour ce qui est de la préoccupation, je pense effectivement que la préoccupation, elle est plus présente. Pourquoi? Parce que, juste en sciences sociales, on le constate. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, et moi j'en étais, c'est-à-dire je disais à des étudiantes et à des étudiants, si le domaine municipal vous intéresse, foncez, allez-y, parce qu'il y a un grand vide. Bon, c'est encore... Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Alors ça, je pense que sans soi, c'est assez révélateur, absolument. Est-ce que la pandémie a joué un rôle, peut-être? Qu'on on mesure pas bien? Je sais pas. Je sais pas si... non, mais dans un contexte très spécial, on s'est rendu compte que où on vit,
on peut faire des choses. Mais il y a peut-être aussi des gens, je veux dire honnêtement, quand on évoquait, encore une fois, dans le bloc précédent, la mairesse de Longueuil, Madame Baudin, qui n'est plus mairesse, qui ne sera plus mairesse après la prochaine élection, après cette élection-ci, là, à Sherbrooke. Quand on voit le maire de Laval, donc une espèce qu'on appelle la nouvelle vague. Ouais. Donc, peut-être que ça peut susciter un intérêt. Mais il y a quelque chose mais il y a un piège là-dedans, par exemple. C'est-à-dire? Je vais parler de la mairesse de Longueuil, que je ne connais pas du tout personnellement, mais qui reste que récemment, dans toute l'histoire de ce jeune qui a été abattu par la police, elle a fait la politique comme on en fait depuis toujours. Oui. C'est-à-dire que le pouvoir se range derrière la police. Ouais. Fait moi, j'ai pas senti qu'on était dans une nouvelle vague. Fait que, des fois, la jeunesse. Oui, mais ça. Il y a des jeunes vieux. Mais ça, par rapport à ça, c'est le reproche qu'on faisait, si on regarde au niveau provincial, à Mario Dumont. Et ça, c'est souvent le reproche. Non, mais je suis d'accord. Mais, quand même, ces personnes incarnent, on pourrait dire, un nouveau souffle municipal. On pourrait dire dans une certaine mesure. En tout cas, il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Ouais. Mais il y a quelque chose aussi qui fait en sorte qu'à mon avis, il y a peut-être une prise de conscience qui est de plus en plus forte, mais qui ne va pas nécessairement dire qu'on va augmenter le taux de participation, mais qui fait qu'il y a un intérêt peut-être plus grand. C'est que il ne faut pas oublier que le palier municipal, c'est le seul palier où on va élire la personne qui va diriger la ville, ou la chef, ou le chef de la ville, au suffrage direct. Comparativement à tous les autres paliers, on a un seul vote. Mais au palier municipal, on en a deux. Donc, on peut vraiment élire la personne de notre district et la personne qui va représenter la ville. On n'a pas à dire, je n'aime pas le chef, mais j'aime bien mon député. Exactement. C'est vrai. Donc, la légitimité qu'a la mairesse ou le maire, comparée aux autres paliers, elle est beaucoup plus grande. C'est intéressant. Et ça, faut pas l'oublier. Ouais. Sophie? Moi, j'ai envie de bonifier. Je fais un petit saut en arrière. On parlait de pourquoi il y avait de l'intérêt pour le municipal, puis je vais rester dans le domaine que j'ai recherché, qui c'était les jeunes. Moi, je m'étais intéressée à c'était quoi les enjeux qui les intéressaient le plus au municipal. Puis c'était beaucoup relié à l'environnement. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie, là. Il y a des ministères de l'environnement au provincial, au fédéral. Mais au municipal aussi, là, c'est très, très concret. Là, on parle de transport, on parle de zonage, d'étalement urbain qui font en sorte qu'on utilise la voiture. En fait, c'est le palier le plus concret. Ben, c'est extrêmement concret. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime, qu'on oublie, que c'est là qu'on a tellement de pouvoir. C'est sûr que c'est juste une ville dans le monde, là. Oui. Mais je pense que c'est par l'empowerment. Je pense que c'est un palier qui permet cet empowerment-là. Parce que on peut avoir un ministre ou une ministre de l'Environnement au provincial qui va mettre sur pied des grandes lignes où qu'on va sentir de mèche avec l'industrie, mais l'industrie, elle va physiquement être dans un endroit où il y a une administration municipale qui va peut-être faire un contrepoids. Tu sais, faut pas l'oublier. Du moment qu'on parle de transport, le territoire, c'est des municipalités. C'est de lier des municipalités entre elles. On s'est déplacé de Sherbrooke à Montréal, les deux, pour se rendre ici aujourd'hui. En ce samedi matin. Tout à fait. Mais c'est quelque chose qu'on faut pas oublier, là. Ouais, puis il y a, j'allais dire, nécessité fait loi aussi. Hein. C'est-à-dire, à travers les époques, on parle en ce moment que les municipalités ont de plus en plus de responsabilités dans leur cours. C'est-à-dire des municipalités partagées. Le logement, l'itinérance, les problèmes en santé mentale, de plus en plus aussi, bien sûr. Les enjeux de densification, des enjeux environnementaux, etc. Donc, clairement, ça dépasse l'enlèvement des déchets, les taxes, etc. Donc, tout à fait. Mais le contexte actuel de décentralisation, du moins les pressions décentralisatrices, mais c'est aussi que les villes se retrouvent avec ces réalités-là. C'est qu'elles sont confrontées à cela. Quand on parle des villes qui sont la création des provinces, ça date de 1867 d'une certaine façon au Québec, d'accord? Mais je veux dire, jusqu'avant, mettons, la grande crise de la dépression en 1929, à ce moment-là, le rôle des villes est relativement standard. Mais c'est avec la grande crise, quand on va voir tout à coup les soupes populaires, la pauvreté augmentée, que là, on va dire, là, il faut faire quelque chose, faut que les municipalités en prennent charge de ça. Puis après ça va revenir, évidemment, peut-être, ça va fluctuer. Deuxième guerre mondiale, là, on va revenir on va dire à quelque chose de relativement standard, au tournant des années 80, peut-être. Là, je fais une histoire courte. Où là, tout à coup, encore une fois, des enjeux sociaux, des enjeux dans les villes, la pauvreté, tous les éléments qu'on a soulignés refont surface, sont très présents. Et là, encore une fois, les municipalités sont confrontées à cela. Alors, évidemment, ça va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont se mobiliser. Tout à fait. On a séparé ça en niveau de compétences, là, mais c'est pas parce
parce que c'est une compétence fédérale que la réalité, elle arrête d'exister au municipal. T'sais. On pense au logement. Il y a une crise à une échelle plus vaste que le municipal, mais ça reste que si demain, il y a quelqu'un qui a pas de logement, ben c'est à l'hôtel de ville qu'il va aller. C'est quelque chose qui ressortait aussi dans ma recherche, qui est il y a un enjeu, la personne, elle va se présenter, elle va appeler, c'est le premier contact, la première ligne. Ouais. Souvent, ça va être le municipal, puis ça, c'est pas pour rien qu'il y a un mouvement des maires-mairesses qui demandait plus d'argent de la part du provincial, parce qu'ils même s'ils n'ont pas d'argent, il va falloir qu'ils le gèrent. Il va avoir une attente de la population, il va avoir le contexte mène à ça parce que c'est proche. Ouais. C'est la réalité de ce niveau-là. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait faire dans ce bloc-là? Moi, je pense que oui. C'était vraiment intéressant, vraiment. OK, je vais finir avec une question cucu. Imaginons la démocratie municipale locale en 2035. Mm-hmm. Ce serait quoi qu'on pourrait améliorer? Moi, j'ai envie de dire ce qu'on pourrait améliorer sans doute. Moi, j'ai envie de dire il faut retravailler la confiance, la relation entre les administrations et les personnes citoyennes et les citoyens et citoyennes. Je pense que c'est fondamental. On le voit. Et quand on parle d'un bris de confiance, c'est un bris de confiance. Et ça veut dire quoi? On l'a évoqué dans le bloc précédent, on l'a entendu, c'est-à-dire une méfiance envers nos décideurs, ça va se jouer dans comment on va avoir confiance en notre démocratie municipale. Ouais. Donc, inévitablement, ça risque de jouer des tours sur l'ensemble du processus. Et au final, je pense que collectivement, on va perdre. Donc, ce sens-là qui est au cœur même de la politique, puis là, je reviens, là, c'est plus le politologue qui parle, c'est-à-dire la politique, c'est pas juste une question de pour qui tu votes et gagner ou perdre les élections, c'est aussi des enjeux collectifs. Ouais. Je veux dire, sociétaux à ce moment-là, faire en sorte de pouvoir rallier. Le politique a un travail à faire. Mais si on fait pas confiance au politique, c'est foutu. Non, voilà. C'est une question difficile. Je pense que c'est pas si long, 10 ans. Non, c'est vrai. Je pense qu'avec la confiance, je pense qu'il y a une culture à bâtir, la participation publique, à mon avis, puis là, je prêche pour ma paroisse. Mais c'est d'en faire, mais de bien la faire, d'être transparent de la part de l'administration, de c'est quoi le pouvoir qu'on donne réellement. Tu sais, c'est correct que ce soit juste pour valider des résultats. Voilà. Mais je pense que ça serait intéressant de donner plus de pouvoir aux citoyens et citoyennes. Je pense que, tu sais, on sait qu'on est dans une démocratie représentative, mais d'avoir un peu plus de participatif là-dedans. C'est pas une fatalité. Non, la représentation. On peut imaginer autre chose. Je pense que d'offrir ce pouvoir-là, ça peut aider à briser cette espèce de cynisme qu'on a on fait nos petites affaires, puis ça marche pas, not in my backyard, puis je vais aller chialer, mais je sais pas trop ce qui va se passer avec ça. Mais c'est en donnant ce pouvoir-là que la participation, elle va plus juste être négative, puis d'être, on crée cette culture-là, cette habitude-là, puis ça va être long. Fait que c'est pour ça que 2035, je me dis, on est peut-être un peu short. Oui, on est effectivement. Mais j'ai l'impression. Bon, en tout cas, ce que je retiens, c'est que il y a un laboratoire exceptionnel. Absolument. À proximité. Qui va faire tâche d'encre peut-être aux autres niveaux. À proximité, voilà. Exact. 1100 quelques laboratoires. Oui, c'est exactement là où je m'en allais. C'est que on peut pas exporter quelque chose d'une municipalité à une autre. C'est ça qui est intéressant puis qui en fait toute la richesse. Voilà. Ouais. Voilà. Hey, merci à vous deux, c'était passionnant. Merci Fred, merci tellement. De votre invitation. Puis on va pouvoir aller checker un peu les vinyles. Là. C'est ça défini, je le sais, Emmanuel. Ouais, c'est ça, hein, voilà. Il y a une proximité, hein. Ils sont juste là. C'est peut-être un gouvernement, les vinyles. Salut. Alors voilà ce qui conclut cet épisode. Merci à André Blais. Merci à Sophie Lachance, merci à Philippe Dubois, merci à Emmanuel Choquette, merci aux gens du CECD, entre autres Édouard Pontoiseau, avec qui j'ai le plaisir depuis... C'est le 2e épisode, et là, je pense que si je relis son courriel, il va en avoir un 3e. C'est un partenariat que je chéris avec le CECD. Grande organisation, comme je vous disais en intro. Donc, voilà. Et on va se quitter en musique avec une chanson de Michel Rivard. Les vieux albums de Michel Rivard, moi, j'ai beaucoup de plaisir à les écouter encore. C'est l'album Sauvage qui est paru en 1983. C'est la chanson Rumeur sur la ville. Évidemment, ça parle pas de la démocratie, ça parle pas... Mais c'est une chanson de ville. Et on célèbre
les villes, bien que les élections concernent également les villages pour le 2 novembre, mais j'avais envie d'une chanson de ville. Alors, voilà, c'est une chanson de Michel Rivard. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Je vous dis pas quoi. Il y en a plusieurs. En passant, là, oubliez déjà ce que j'ai dit en début de saison que je voulais peut-être changer le rythme, faire moins d'épisodes. J'ai jamais... En fait, c'est le début de saison le plus occupé, je pense, de l'histoire de la balado. J'ai plein d'occasions, des choses qui se présentent que j'ai pas le choix de me déplacer avec mes micros. C'est des épisodes qui seront publiés bientôt. Des fois, on dit des choses et la vie nous tape sur les doigts pour nous dire « Ben non, tu ralentiras pas. » Alors, voilà, on se quitte en musique et on se reparle très, très bientôt. Bonne semaine, vraiment, tout le monde. Prenez soin de vous. Dans son lit. Mais Manon, la chanceuse qui fait toujours la passe avec n'importe quoi, n'importe qui. Paraît qu'on l'aurait vu partir en première classe, est allé faire son numéro à Paris. S'il y a des rumeurs qui courent sur moi aussi, laissez-les courir, moi je cours après la vie. Je cours après ma vie, laissez-moi courir aussi, ok. Quelqu'un m'a raconté que Jean-Guy était mort pour avoir fréquenté de mauvais amis. Il a joué au docteur avec son jeu de chimie. Ça a l'air qu'il a fait un trou de trop dans sa vie. Jésus est revenu sur le plateau Mont-Royal. Quelqu'un m'a dit que Nathalie l'avait vu. Paraît qu'elle prend plus de pilules, puis qu'elle boit plus non plus, depuis que le bon Dieu reste en face de chez eux. S'il y a des rumeurs qui courent sur moi aussi, laissez-les courir, moi je cours après la vie. Après ma vie, laissez-moi courir aussi. L'amour s'ennuie, paraît que tout ce qui compte c'est moi. Paraît que la mode a changé, puis là que t'es plus mon ami, viens plus plugger tes écouteurs dans mon lit, c'est fini. S'il y a des rumeurs qui courent sur moi aussi, laissez-les courir, moi je cours après la vie. Laissez-les courir, moi je cours après ma vie. Laissez-les courir, moi je cours après ma vie. Laissez-moi courir aussi.